Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos programmation en Java sous Processing. Et dans cette partie de vidéo, je vous propose de mettre en place les blocs. De fait, dans le répertoire images que vous allez trouver dans le GitHub, je vous ai placé 4 images, d'accord? Donc ici une image de condensateur, ici une image de diode, et ici deux images de résistance. Et on va utiliser ces 4 images pour y placer des rangées de blocs. Ou bien, ces images, vous pouvez le constater ici, font 50 pixels en largeur pour 25 pixels en hauteur. Donc, comme d'habitude, je pense que vous commencez à être habitué à ces têtes faites. On va créer une classe. Donc, on va créer une classe bloc. Cette classe bloc va hériter de EasyEntity. C'est parti. On crée un nouveau tab. Voilà. On va créer une classe qui s'appelle bloc. Alors, vous l'appelez bloc, vous l'appelez brique, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelais le bloc. Je vais donc créer une classe qui s'appelle bloc. Cette classe va hériter de EasyEntity. On n'oublie pas les curly braces ouvertes et fermées. Comme à chaque fois, on se pose des questions. Quelles sont les méthodes nécessaires? Quels sont les attributs nécessaires? Ok? Donc première chose à faire, il y aura un constructeur. Je pense que vous commencez à comprendre l'état de fait maintenant. Donc on aura un constructeur. Ce constructeur va reposer principalement sur le constructeur de la classe irritée. Donc à un moment donné, il faudra faire un super pour construire l'entité. Bien, mais pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on y met. Donc là, pour l'instant, on navigue un petit peu à vue. Alors, est-ce que les blocs ont besoin de bouger? Théoriquement, non. Théoriquement, non. Donc les blocs dans le cahier des charges n'ont pas forcément une vitesse. Mais on pourrait évoluer le jeu et faire que les blocs se déplacent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer quand même la méthode update. Même si les blocs actuellement ne sont pas en mouvement, eh bien, on pourra à un moment donné décider de faire qu'une rangée, voire 2 rangées, voire 3 rangées de blocs se déplacent. Eh bien, on prévoit la fonction, elle est présente, on l'utilisera, on l'utilisera pas, mais elle est là. Il faut bien sûr dessiner les blocs. Là, vous commencez à comprendre qu'il faut un render. Un render, voilà, pour que les blocs s'affichent. Et pour les fonctions, alors quelles sont encore les fonctions qu'on a besoin? Alors, on a une fonction au cas où il faudrait les faire bouger, une fonction de render. Les blocs, à un moment donné, ils vont être touchés, d'accord? Donc, on va créer une fonction qui dit void touched. Voilà. Bon, pour l'instant, je pense qu'on est bon là. Alors maintenant, sur les variables constantes de type statique ou pas. Alors, déjà, les blocs ont une dimension bien particulière. Donc 50 pixels en largeur, 25 pixels en hauteur. Quand on va placer les blocs dans une sorte de matrice, en rangée, en colonne, il est probable qu'on ait besoin de ces dimensions. D'accord? Donc il serait judicieux de placer ces dimensions dans des variables dont on puisse accéder de l'extérieur. Et donc, on va mettre des constantes publiques de type statique, oui, final, int, et puis on va appeler en majuscule bloc, width, et on lui dit que c'est 50 pixels. Comme ça, si j'ai besoin de la largeur de mon bloc, je n'ai pas à prendre la tête avec ça. J'aurai directement dans la variable qui est une constante bloc width, et bien la largeur de mon bloc. Comme ça, ce sera plus simple quand je vais pouvoir les placer. Demain, je vais créer une constante de type public en statique. Je ne sais pas écrire aujourd'hui. En statique de type final int, et puis là, on va la nommer bloc high. Et elle fait 25 pixels. Voilà. Alors maintenant, les états. Vous savez que un sprite, une entité, il y en a qui l'appellent des sprites, d'autres des entités. Donc les entités ont des états, des states. Alors quels sont les états de mon bloc? Moi, j'en vois 2 principaux. Un bloc, il a 2 états, soit il est vivant, soit il est touché. J'en vois pas d'autres. Donc on va créer 2 constantes statiques public, encore une fois, dont on pourra ensuite appeler pour voir s'il est vivant ou pas. Donc on fait un public, statique, final, encore un int,
et on va l'appeler block state. Alors, le premier state, ce sera un state de visible. Donc, le bloc, pour l'instant, il est visible. On lui met une valeur par défaut. Allez, 100. On n'est pas radin. De même, on aura un public statique, final, évidemment. Int, on va l'appeler block state. Alors, toShed, ça me semble bien. Date, enfin, comme vous voulez, hein, toShed, et on lui met 110. Bien. Évidemment, vous mettez le nombre que vous voulez, mais évidemment qu'il faut que ces deux nombres-ci, il faut que ce nombre-ci et celui-ci soient différents, évidemment. Bien. Donc, je reprends mes petites photos. Donc, ici, on a un condensateur, ici, on a une diode, ici, on a une résistance de type 2, ici, une résistance de type 1. On va donc construire des blocs avec des types différents. Donc, on va demander de mettre une rangée de blocs de type condensateur, vous avez compris. Ensuite, on va faire une rangée de blocs de type diode, une rangée de blocs de type résistance type 2 et résistance type 1. On ne va pas retenir 1, 2, 3, 4. On va retenir des strings, donc des chaînes de caractères. Et bien, on va faire comme d'habitude. On va mettre en place des classes de type, enfin des classes. On va mettre en pratique ici, donc des constantes, pardon, je bafouille, des constantes de type entier qui définiront le type de bloc qu'on a. Donc on peut être public, on peut être privé, là c'est comme vous voulez. Moi je vais tout faire en public, on ne sait jamais si on a besoin de savoir pour un bloc donné. Donc statique, final toujours, c'est des constantes tout ça. Int, et puis on va l'appeler bloc, toujours en majuscule, type. Et là, je dis par exemple, c'est une résistance 1 par exemple. Et là, je lui mets, qu'est-ce que je lui mets? 200. Voilà. Ok, ensuite les amis, public évidemment, statique, final évidemment, final, int. On aura des blocs de type résistance de type 2. On lui met 210. 210, voilà. On a aussi des types de condensateurs, donc on fera un public, statique, final, int, bloc, type, bon, on va l'appeler condo, voilà, et on lui met un nombre différent. Donc j'ai une résistance de type R1, j'ai un bloc de type résistance R2, j'ai un bloc de type condensateur, et enfin, j'ai également, il faut que j'apprenne à écrire aujourd'hui, j'ai également un bloc statique, final, int, j'ai un bloc de type diode. Et là, on lui passe 230. Résume les amis, mes blocs, je vais pouvoir les déposer dans l'écran à une certaine position les uns par rapport aux autres. Il est probable qu'on ait besoin des dimensions en largeur et en hauteur de mon bloc. Je pourrais stocker ça dans des fonctions, autant les stocker directement dans des variables statiques, comme ça, elles sont à demeure, on en a besoin, elles sont là. Le bloc, pour l'instant, je ne vois que deux états, soit le bloc est vivant, il est donc visible, soit il est touché, et donc il est plus visible. Et il y a 4 types de blocs via mes petites images. Bon, on peut en mettre plusieurs, et c'est à vous de décider combien de blocs vous mettez. Les images sont de type PNG, et je vois 4 types, donc une type R1, type R2, condo et diode. On va maintenant commencer par le constructeur. Sauf qu'on a un petit souci, c'est que le bloc va dépendre du type qu'on va passer au constructeur. Alors par exemple, parlons du constructeur. Pour construire un bloc, qu'est-ce qu'on va passer en argument? On va déjà passer la position. Il faudra passer la position Px dans laquelle vous voulez qu'apparaisse le bloc. Il faudra passer également la position Y du bloc à l'endroit où vous voulez qu'il s'affiche. Mais également le type de bloc. Est-ce qu'on veut des blocs de type résistance R1, de résistance R2, de condo ou de diode? Le souci, c'est que quand je vais appeler mon super, ma classe super entité, je vais lui donner une image. Mais je ne sais pas actuellement quel type d'image. Si je l'ai dans le type, ici. Donc je ne peux pas passer pour l'instant l'image car je ne peux pas avoir le type d'image actuellement. Je ne sais pas si je suis très clair. Dans le constructeur d'entité, ici, on retourne au constructeur d'entité.
On peut construire les entités de deux façons. Soit vous positionnez l'entité en X et Y et vous lui spécifiez la largeur et la hauteur, mais pas du tout d'image, ou bien vous lui stipulez la position X, la position Y, et vous lui passez dans une chaîne de caractères l'image. Mais actuellement, j'ai 4 images. Ici, dans mon répertoire, j'ai 4 images, laquelle je vais prendre. Donc, je ne peux pas construire mon entité en utilisant le constructeur numéro 2. Je ne peux pas. Mais comment vous allez passer l'image? Eh bien, en fait, il y a une fonction qui va me permettre de donner l'image à mon objet. Donc, pour ceci, on va faire un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on a prévu de faire, c'est-à-dire, on va construire avec le constructeur numéro 1. C'est-à-dire qu'on va passer Px à l'entité. On va lui passer Py à l'entité. On va lui placer la largeur. Mais où est la largeur? Eh bien, la largeur, elle est simplement stockée ici. Donc, je passe la largeur. Alors, on ne va pas changer notre bonnes habitudes. C'est une classe bloc. Et on va lui passer également ici la hauteur. Je viens de construire mon objet, mais sans image. Actuellement, mon bloc, c'est un rectangle qui se situe à la position X et Y via le construction ici. Et pour l'instant, c'est un rectangle de dimension 50 pixels de largeur et 25 pixels de hauteur. Mais comme je connais maintenant le type, je vais pouvoir fixer l'image que je désire par rapport au bloc. Je m'entends. Donc là, on va faire un petit switch case. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de switch case par rapport. Donc là, je fais comme ça, puis on va les remplir, au fur et à mesure. Alors, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre du type. Ok? En fonction du type que je vais recevoir ici. Imaginons que le type, c'est de type bloc 1. Donc ici, on reçoit ce nombre ici. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Eh bien, il faut que je donne à mon bloc l'image qui correspond à la résistance notée résistance.png. Donc, je vais faire un set image, d'accord, dans mon objet entité, et je lui passe en argument le chemin d'accès au répertoire image, avec un S, slash, elle s'appelle résistance.png. J'espère que vous avez compris. Donc ici, je construis un bloc sans image, d'accord, en dimension largeur, hauteur stipulée au-dessus. Et maintenant, en fonction du type que je reçois en argument dans le constructeur, eh bien, je décide de fixer l'image qui correspond au type donné. Vous avez compris. Donc, feignant je suis, CTRL-C, CTRL-V, je fais. Donc ici, je vais faire un CTRL-V. Imaginons qu'on reçoit maintenant le type R2. Voilà, R2. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer cette image-ci. Donc l'image ici, résistance underscore 2. Donc je viens d'ici, je pèle maintenant à la résistance underscore 2. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé en orthographe. Ouais, c'est bon. Ensuite, si on reçoit... Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Si on reçoit un type de type diode, par exemple. Donc je descends, je remets un CTRL-C, CTRL-V. Imaginons que maintenant le type, c'est un type condo. On va commencer par le condo. On va les prendre dans l'ordre. Donc je viens ici. Imaginons que maintenant, c'est un bloc de type condensateur. Et donc je vais prendre l'image qui s'appelle condensateur.png. Alors comme j'ai peur de taper les mots pas comme il faut, je vais ici récupérer carrément le nom de l'image que je vais insérer ici rapidement. CTRL-V. Voilà. Et enfin, quand on aura reçu comme type un type diode, donc on va récupérer cet élément-ci cette fois, CTRL-C, je vais récupérer cet élément-ci, je vais le coller ici. Donc vous voyez là, l'avantage du switch case, c'est beaucoup plus lisible que des if, des else if, des if et des else if. D'accord? Et je vais récupérer enfin donc ce composant-là. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ça, ça, ça et ça. Je prends ce nom qui est là, donc diode, j'aurais pu l'écrire, diode.png. Voilà, je descends, je retourne ici, et ce composant aura pour image diode.png. Bien. Donc, dans la construction, je crée en gros un rectangle de dimension spécifique 50 pixels
de largeur, 25 pixels en hauteur. Et puis ensuite, à l'issue de la construction de l'entité, je vais choisir de placer dans l'entité, donc dans bloc évidemment, l'image qui correspond au type de bloc reçu. Soit type 1, soit type R2, soit petit condo, soit type diode. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avant qu'on parte ici? Alors, ce qu'on peut faire ici, tout de suite, on n'oublie pas de mettre à jour le state de notre composant et le state par défaut, quand on crée un bloc, par défaut, il est visible. Donc on n'oublie pas de paramétrer son état au démarrage et par défaut, à l'état, il est visible. D'accord? Donc je vais garder ça, vous allez comprendre ce que j'en ai besoin tout de suite en dessous. Et je pense que le bloc, c'est bon pour le bloc. On a une image, une position X, une position Y, on a l'image qui va bien. Maintenant, touchette. Imaginons que la balle vienne à la rencontre du bloc. Il faut maintenant dire au bloc, attention, tu as été touché. Alors comment va-t-on faire ceci? Eh bien, on va mettre à demeure dans le state que maintenant, ce n'est plus un état de visible, il est un état de touché. Donc ici, quand on appellera la fonction touchEd, eh bien la fonction touchEd va mettre à jour son état, son state, et on passera son état dans le bloc touchEd. Donc dans l'update, on va appeler le super update. Donc super.update. Voilà. Si on a besoin de faire bouger les blocs, ils pourront bouger. Pour l'instant, ils ne bougeront pas. Hein. On n'a pas spécifié aucune vitesse en X, aucune vitesse en Y. Et par défaut, quand on crée une entité, la vitesse est nulle. Donc les blocs, actuellement, les amis, c'est sûr, ils ne bougeront pas. Mais on peut tout à fait mettre des vitesses en X, vitesses en Y dans les blocs, et ils vont bouger. Comme la balle la dernière fois. Pour le rendu, alors on va être malin. On ne va rendre visible à l'écran si et seulement si son état est de type visible. Je crois que c'est évident. Donc on va tester son état, donc get, state. Et si son état est de type bloc, point, je pense que vous avez compris maintenant, est de type visible, eh bien qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais demander à entité de s'afficher. Donc, c'est bon. Donc tag boom patch pas de boom, voilà. Donc, si l'état du bloc est de type visible, je dis à super.render. C'est pas beau, ça? Après avoir créé la classe bloc, il faut maintenant créer un objet qui contienne et qui gère tous ces blocs. Or, ces blocs sont répartis de manière matricielle, selon des lignes et des colonnes. Appelons cet objet matrice. Eh bien, on va créer donc à nouveau un objet, une classe, et on l'appelle matrice. Bien. Donc cet objet, on fait donc une classe classique maintenant, je pense que vous vous habituez. Est-ce qu'elle va hériter de easy entité? Non, la matrice n'a pas besoin d'hériter de easy entité. Alors on aura un constructeur, matrice. Pour l'instant, on va laisser comme ceci. Voilà. Alors, les blocs seront répartis dans une section de lignes, colonnes. On va décider de créer 7 colonnes et 4 lignes. D'accord? Pour éviter de retenir 7 et 4, on va de même créer encore des constantes publiques. On peut lui mettre public, là, si on a besoin de savoir combien il y a de colonnes et de lignes. Donc public, statique, final, int. Et on va créer une constante qui s'appelle nbcol comme colonne. Et on lui donne combien? On lui donne 7 colonnes. Évidemment, vous pouvez changer ces nombres-ci. On va créer de même une constante statique finale de type int. Et on va lui donner, on va lui passer 4 lignes. Donc row, 4 lignes. Voilà. Les blocs vont disparaître au cours du temps parce que la balle va venir taper sur les blocs, donc les blocs vont disparaître. Il faudrait qu'on puisse mémoriser le nombre de blocs à l'instant T, d'accord, pour voir si tous les blocs sont détruits ou pas. Donc on va créer de manière privée cette fois un entier et on l'appelle nb bloc. Blocks. Bloc. J'ai oublié le S. Voilà. Donc
qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, bien sûr, le souci qui se pose, mais on a donc une matrice qui contient des blocs. Mais comment gérer ces blocs? Eh bien, le plus simple, il y a plusieurs façons de faire, mais le plus simple, à mon humble avis, c'est de créer un tableau à 2 dimensions. Oui, oui, oui. Oui, un tableau à 2 dimensions qui contiendront des blocs. D'accord? Alors, soit statique, soit dynamique. Mais là, comme c'est une matrice qui ne va pas évoluer dans le temps, elle ne va pas augmenter le nombre de lignes et de colonnes, elle va rester toujours figée à 7 lignes, 7 colonnes et 4 lignes maximum, donc on peut créer un tableau statique. Et bien, c'est ce qu'on va faire. On va faire un private, ok. On va définir qu'on va faire un tableau de blocs à 2 dimensions, donc double crochet, comme ceci. Et on l'appelle tab blocks. Voilà. Et pour l'instant, adresse nulle. Donc ne paniquez pas. La gestion des tableaux, ça a l'air difficile, mais si on y met, si on y va doucement, si on réfléchit un petit peu, vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. On va créer tout de suite ce tableau à 2 dimensions de blocs. Comment fait-on? Eh bien, on dit que tab blocks, c'est un new bloc, donc on stipule le type d'objet que contiendra votre bloc. Entre crochets, donc on va définir les blocs selon les lignes et les colonnes. D'accord? Donc on va définir qu'il y a ici NB row, crochet, on ouvre le crochet et là on définit les colonnes. Donc attention, c'est très très important. On peut définir les tableaux soit selon les colonnes et les lignes, soit selon les lignes et les colonnes. Donc moi j'ai décidé, mais vous pouvez faire autrement, hein, de définir mon tableau selon les Y par rapport aux lignes et aux colonnes. Donc ici, en indice premier, je passerai la ligne, et en indice numéro 2, je lui passe la colonne. C'est très 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 important. D'accord? Sinon, vous risquez de confondre les colonnes et les lignes, là on ne va pas y arriver. Donc on reprend l'écran, j'ai créé une matrice. Cette matrice va être responsable et contiendra tous les blocs. Ces blocs seront contenus dans un tableau de blocs à 2 dimensions, 7 colonnes, 4 lignes. Et on définit les tableaux selon la ligne et la colonne. Très important. Regardons maintenant les méthodes. Alors, on ne va pas toutes les implémenter tout de suite là. On va créer au moins le corps des fonctions et qu'on complétera au cours du temps. La première méthode qu'il me semble évident d'appeler, c'est de créer ces fameuses blocs. Parce que pour l'instant, je n'ai pas un seul bloc dans mon tableau. J'ai un tableau qui est prévu pour être alimenté avec autant de blocs, mais pour l'instant, il n'y a aucun bloc dedans. Donc je vais créer une méthode qui s'appelle createGrid par exemple. Donc le propos de la méthode va consister à créer ma grille tout simplement. Donc void create grid. Maintenant, le propos de cette fonction, ce sera de construire cette matrice de blocs. Pour l'instant, on ne remplit pas, on regarde quelle fonction on a besoin, d'accord? Donc là, voilà, première chose qu'on va faire quand on construit la matrice, pof, tout de suite, on crée notre tableau qui contient les blocs et on va ensuite, on va remplir notre tableau de blocs avec des blocs. Ce sera la fonction createGrid. Mais les blocs sont créés un peu spéciaux, c'est-à-dire qu'ils sont créés selon une ligne. Donc toute la ligne contient le même type de bloc. Ensuite, on passe à la ligne d'en dessous, il y a un nouveau type de bloc, etc. Donc il serait peut-être judicieux de créer une fonction dont le propos, c'est de créer une ligne. C'est ce qu'on va faire. Donc, vous comprendrez mieux quand on va écrire cette fonction. Donc void, je vais faire un create row. Donc je vais construire une seule ligne. Je passerai ici la ligne considérée, évidemment. À quel endroit est-on par rapport au Y et quel type de ligne veut-on? Donc grâce à cette fonction, j'aurai tous les blocs, mais cette fonction-ci va appeler ensuite cette fonction ça, là, la createRow, pour mettre en place les différents blocs par rapport aux lignes imposées. Alors, on aura besoin évidemment de détecter s'il y a collision entre la balle et la matrice. On pourrait tout à fait passer au constructeur de la matrice une référence de la balle. Mais la balle, on en a uniquement besoin pour voir s'il y a une collision entre la balle et les blocs. Donc on va appeler cette fonction ici, donc on va faire un boolean. Donc on va appeler cette fonction boolean, on va l'appeler isCollidBall, je crois que c'est clair, et vous lui passez en référence ici la balle.
Donc on pourrait poser la balle. Alors il a besoin d'un retour, on va faire return false. Voilà, comme ça, il sera content. Donc là, on pourrait passer au constructeur de la matrice la balle. Mais ce qu'on va faire, on va pas faire comme ça. Ça va changer un petit peu. On va juste passer dans la fonction isCollideBall, et bien la balle à l'instant T pour voir s'il y a dans tous les blocs contenus dans notre tableau, voir s'il n'y a pas une collision qui s'établit entre la balle qu'on reçoit ici en argument et les blocs qui sont possédés par le tableau. À un moment donné, peut-être que la matrice sera entièrement détruite. Donc il serait judicieux de connaître ce moment-là. Pourquoi? Quand les blocs sont tous détruits, il faut que la balle revienne à une position de verrou pour relancer une nouvelle vague. D'accord? Donc on va faire une fonction, encore une fois, de type booléenne. Et on l'appelle is all destroy. Vous l'appelez bien sûr comme vous voulez. On essaie de donner des noms un peu explicites. Donc là, demain, on va appeler return. Par défaut, on va retourner false. Bien. Alors, quand tous les blocs seront détruits. Donc vous voyez là, je suis en train de voir quelles sont les fonctions dont j'ai besoin pour ensuite les compléter. D'accord? Donc, grâce à cette fonction-là, je saurai s'il y a eu collision entre la balle et le bloc. Grâce à cette fonction-ci, je saurai si tous les blocs sont détruits. De fait, je pourrais mettre ensuite en place la balle par rapport au verrou. Mais il faut que maintenant je dise aussi, tiens, allez, relance une nouvelle vague. Remets à jour les blocs qui sont détruits, qui étaient donc en touchette, maintenant en visible. On ne va pas recréer des nouveaux blocs, d'accord? On va recycler les blocs qui sont invisibles. On va les rendre maintenant visibles. Donc je vais créer une méthode, void, on va l'appeler new wave, nouvelle vague. Donc cette méthode-là va me permettre de rebasculer les blocs qui sont en état invisible pour les rendre à nouveau visibles. D'accord? Donc on a l'impression que des blocs reviennent, mais en fait, ce n'est pas des nouveaux blocs. On recycle des anciens blocs. Et bien sûr, il faut afficher les blocs. Donc il y a une fonction de rendu. Voilà, je pense qu'on est bon. Allez, on reprend pour voir si on est bon là. Donc la matrice contiendra des blocs. Ces blocs seront contenus dans un tableau à 2 dimensions. Ne paniquez pas, tout va bien se passer. Un tableau à 2 dimensions, pour ça en Java, on définit le type d'objet que contiendra votre tableau, donc ici des blocs. On précise par double crochet que c'est un tableau à 2 dimensions, ligne, colonne, colonne, ligne. C'est comme vous décidez. On l'appelle tablox. Pour l'instant, l'adresse est nulle. Mais à la construction de matrix, tout de suite, on crée un tableau à 2 dimensions référencé par rapport à la ligne et par rapport à la colonne. C'est très important, ça, ici. Et ce que je fais tout de suite, je vais créer mes grids. Mais avant, on va tout de suite mettre à jour le fameux n-block ici. On va plutôt le mettre au pluriel, ce serait plus logique. Hein. C'est un nombre de blocs. Donc ici, on va... Après, soit ici, soit peu importe, on va le mettre là. Alors, comment connaître le nombre de blocs à la construction? Il suffit de faire le nombre de colonnes fois le nombre de lignes, tout simplement. Et bien sûr, chaque fois qu'on va avoir un bloc qui va être touché par la balle, ce nombre-là va décrémenter. Et quand ce nombre sera égal à 0, c'est que la matrice est entièrement détruite. C'est comme ça qu'on va détecter que la matrice est détruite, grâce à ce NB blocks ici. Alors, commençons par la création des blocs. Alors, ici, on va commencer par créer tous les grilles, les grilles, donc il nous faut quelques variables. Pour l'instant, on va commencer par le row. Donc, je crée une variable de type row, je commence par la ligne 0. Et on va placer la première ligne à une distance, je sais pas, 50 pixels par exemple. Bien, donc on va commencer par créer la première ligne en haut à gauche. Donc je vais faire un create. Bon, je suis feignant, c'est bien connu. Donc je fais ça, ça, ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ma première ligne. Donc ma première ligne, c'est donc ici row. Row vaut 0. Je le place où? Je le place à 50 pixels. Donc je lui passe le PY. Quel est le type de la première rangée? Eh bien, la première rangée, c'est un bloc de type résistance. On va l'appeler résistance, on va la mettre en R1. Or, là, c'est comme vous voulez. Là, je mets R1. Voilà.
Donc là, je viens de créer, alors pas encore parce que je n'ai pas appelé ma fonction, mais quand cette fonction sera appelée, je créerai ma première ligne. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se déplacer de 50 pixels vers le bas. D'accord? Je vais incrémenter ma ligne ici. Et qu'est-ce que je fais? Je rappelle à nouveau cette fonction-ci. Je descends. Je remets un petit peu d'ordre. Là, mon row, maintenant, c'est la ligne numéro 1. Le PY a bougé. Et ici, je mets de quoi? Des blocs de type 2. C'est pas plus dur que ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Si vous avez compris, je vais me déplacer de 50 pixels vers le bas. J'incrémente ma nouvelle ligne. Et je vais appeler, j'oublie un point virgule ici, j'oublie un point virgule ici, et là c'est un petit py, et donc je vais prendre ici ceci, je vais le copier et le mettre là. Alors, on pourrait faire une double boucle, bon là je pense que c'est simple, c'est un peu basique comme méthode, mais bon ça marche. Bon, oups, je fais n'importe quoi. Type, alors bloc, on va faire un bloc de type... on va mettre de type quoi? Condo? On va mettre des condos là. Voilà. Et vous avez compris que ce que je fais maintenant, je me déplace de 50 pixels vers le bas, j'incrémente une nouvelle ligne, et je vais maintenant positionner donc ma dernière ligne qui est une ligne de diode. Donc je délègue à ma fonction createRow le fait de créer une ligne. Et quand j'aurai créé la première ligne, la deuxième, la troisième, la quatrième, j'aurai complété toute ma grille. Et ici, bien sûr, j'oublie pas de mettre de type, donc un bloc de type diode. Ok les amis? Bien. Maintenant, on va compléter la ligne. Donc là, il faut que je remplisse une ligne. Alors, je vais donc parcourir toutes les colonnes. Je fais un for int i égale à 0, i plus petit que le nombre de colonnes. J'oublie pas d'incrémenter le i. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, dans mon tableau tab blocks, référencé par rapport, attention, les tableaux sont référencés par rapport aux lignes. Donc je mets entre crochets row, je mets entre crochets maintenant la colonne qui varie de 0 jusqu'à le nombre de colonnes. Et qu'est-ce que je vais y mettre dessus? Je vais mettre un new block. Alors il faut que je positionne le bloc. On va faire un new block comme ça. Ok? Vous avez compris? Donc ici, à ma première ligne, je recevrai ici la ligne 0. Ici, je vais recevoir la ligne 0. Donc ici, j'aurai la ligne 0. Le Y sera 50 pixels et le type sera de type bloc type 1. Donc je vais parcourir maintenant toutes les colonnes à partir de cette ligne-là. Je vais stipuler quelle est la ligne que j'ai reçue en argument, donc la ligne 0. Ici, je suis de la colonne 0, puis la colonne 1, puis la colonne 2, puis etc. Je vais créer un bloc. Pour créer un bloc, vous vous souvenez, il faut stipuler le X, le Y et le type. Donc le X, donc là je vous laisse prendre un petit papier, un petit crayon. Il faut que je me déplace, parce qu'il faut laisser des interstices entre les blocs. Donc je vais faire le bloc. Je vais prendre la largeur du bloc. Cette largeur, je vais la diviser par 2. Je vais rajouter la quantité i fois le bloc largeur fois 2. Alors si ça vous semble pas logique du tout, je vous incite à prendre un petit papier et vous allez voir que effectivement, pour mettre les blocs les uns à côté des autres, en les séparant d'un certain espace, il faut gérer ça comme ceci. Et qu'est-ce qu'on lui passe comme type? On lui passe le type qu'on a reçu en argument. Est-ce que vous avez remarqué que ma construction de matrice, elle est hyper simple? Grâce à ces deux petites fonctions, une create grid, donc vas-y, crée-moi les lignes les unes après les autres, et j'ai une fonction qui crée les lignes les unes après les autres. Alors ici, le petit truc qui est là, c'est un petit peu bizarroïde, mais je vous dis, vous prenez un papier, un crayon, essayez de mettre les blocs les uns côté des autres en mettant des espaces entre eux, et bien vous allez être obligé de faire un bloc divisé par 2 en largeur, plus i fois bloc largeur fois 2. Et il met bien sûr à la position y que je reçois ici, et le type de bloc. Alors, je vous invite tout de suite à afficher ces blocs. Donc on va aller dans Render,
Alors, comment afficher les blocs? Ça, c'est une bonne question, ça. Eh bien, pour afficher les blocs, il faut que je parcours ma matrice, tout simplement. Donc là, classiquement, alors attends, on va faire un peu d'espace, comme ça on le verra mieux. Classiquement, il faut parcourir la matrice avec une double boucle. On va parcourir d'abord les lignes, et pour une ligne donnée, on va parcourir toutes les colonnes. Donc je vais faire une double boucle. Donc for int, on va l'appeler row, que ce sera plus simple, de 0 jusqu'à row plus petit que nb row plus plus. Là, c'est toutes mes lignes. D'accord? Pour une ligne, je vais maintenant parcourir toutes mes colonnes. Donc je fais une double boucle interne. For int col égale à 0. Col plus petit que nb, nombre de colonnes. Col plus plus. Voilà, donc j'ai ma double boucle ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre tous mes blocs, les uns après les autres, et je vais leur dire, bah, dessine-toi, tout simplement. Donc, je vais faire, alors on peut le faire en deux temps, on peut tout faire en même temps, à vous de voir. Moi, j'aime bien faire comme ça, donc je prends une variable interne, je l'appelle bloc, je l'appelle item, par exemple. Cet item, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut tab, blocks, attention aux indices, row, col, double boucle, d'accord? Donc, double crochet. Donc, ici, je reçois un item, donc un bloc pour une position donnée par la ligne, donnée par la colonne, d'accord? Et ensuite, je fais item.render. Tout simplement. Tout simplement. Allez, on résume, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Je vais créer une matrice. Le propos de ma matrice, c'est donc contenir tous mes blocs et de les gérer, bien sûr. Je décide de créer mes blocs sur une matrice de 7 colonnes, 4 lignes. D'accord? Mes blocs sont contenus dans un tableau à 2 dimensions de type bloc. Donc je dis bloc, en Java on met comme ça. Donc private, c'est un tableau à dimensions. Il faut stipuler quel est le type de variable que contiendra vos blocs. Ici ce sont des blocs. Double dimension, double crochet, et vous l'appelez TableBlocks. Ensuite, tout de suite à l'entrée de la matrice qu'on construit de façon default, bah, le tableau c'est un new block. Donc c'est un nouveau tableau de blocs qui contient 4 lignes, 7 colonnes. Donc on définit les tableaux selon les lignes et les colonnes. D'accord? Et non pas les colonnes selon les lignes. C'est spécial, ça va faire bizarre sinon. Tout de suite, on va créer, on va contenir, on va remplir notre tableau de blocs grâce à create grid et surtout à create row. Donc on crée une ligne parce que tous les blocs sur la ligne sont de même type et on va créer 4 lignes dans ma grille. D'accord? Il y aura une fonction pour voir s'il y a collision entre la balle et les blocs contenus dans mes TableBlocks. On pourra ici détecter si la matrice est complètement détruite. Si c'est le cas, eh bien on va lancer une nouvelle vague par la méthode newWave. Et on va appeler bien sûr la fonction render. Et bien maintenant, mettons en place la matrice dans le game stage pour voir si effectivement les choses se mettent bien en place. Ouvrons le game stage et créons maintenant un objet de type matrice. Donc je viens ici, je crée un private matrice avec un grand M. On l'appelle matrice avec un petit M, égal adresse nulle bien sûr pour l'instant. Après avoir créé le paddle, après avoir créé la balle, que va-t-on faire? Eh bien on va créer notre matrice. Et le constructeur est par défaut, on crée simplement une new matrice. D'accord? On reprend les éléments les uns après les autres. Est-ce que la matrice a besoin d'interagir avec le clavier? La réponse est non. Donc on continue. Dans la méthode update. Donc ici, on a fait bouger le paddle. Ici, on fait bouger la balle. On regarde si la balle est perdue. Si elle est perdue, on la met dans l'état verrou. Ici, on regardera si la balle touche le paddle pour faire une animation, un bruit, etc. Et qu'est-ce qu'on va regarder? Et on va regarder s'il y a collision entre les blocs et la balle. Et vous vous souvenez, dans la matrice, j'ai une méthode qui gère ceci. Je vais faire un if matrice is collide ball et on s'attend à quoi? À ce qu'on lui passe la balle. Alors, on peut commencer déjà à mettre en place
J'ai oublié une parenthèse. Oui, j'ai oublié une parenthèse. On peut tout de suite commencer à mettre en place quelques actions ici. Imaginons, alors bien sûr, la méthode isCollideBall n'existe pas dans la matrice. Mais quand on l'aura créée, on va recevoir un booléen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si la balle est en collision avec un des blocs, que faut-il faire par rapport à la balle? Eh bien, alors on mettra un son, on mettra une animation, peu importe. Mais en tout cas, il faut dire à la balle de changer de direction. En effet, il y a eu rebond sur le bloc. De fait, la balle va changer de direction. Donc là, on pourra stipuler que la balle remove selon les axes X, mais également que la balle remove selon les axes Y. Donc la balle va changer de direction à ce moment-là. Et on mettra en plus des animations et on fera incrémenter les points, vous avez compris. Autre chose, on peut également tester ici si la matrice is all destroy. Donc si la matrice est entièrement détruite, que faut-il faire? Donc la matrice d'elle-même va faire une nouvelle vague, mais il faut maintenant dire à la balle, attention, on a détruit tous les blocs, il faut que la balle maintenant redevienne à l'état verrou. D'accord? Eh bien, on va faire ball.set state, et on dit que la balle prend un état de ball state locked. Voilà. Donc de fait, la balle repartira dans un état de verrou. Donc là, on pourra mettre un son, dire voilà, bravo, bien joué, super, vous êtes les meilleurs. Et ici, en plus, on mettra la balle en verrou. Et bien sûr, il faut afficher la matrice. On va lui dire ici en dessus. Attendez, on va faire un petit CTRL-T pour mettre un petit peu à jour tout ça. Il y a un peu trop d'espace. Donc balle render, donc on fait le fond d'écran, on fait bouger le paddle, on fait afficher le paddle, pardon, on fait afficher la balle, et maintenant on fait quoi? Matrice.render. Et si on ne s'est pas trompé, il faut qu'il apparaisse maintenant à l'écran des lignes et des colonnes de blocs. CTRL S, CTRL R. Au grand miracle de l'informatique, nous avons ici des lignes, d'accord, de composants, et ceci représente bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes pour 1, 2, 3, 4 lignes. Par contre, j'ai toujours le paddle, et maintenant, il faut qu'on vienne maintenant dans la matrice mettre en place les fonctions qui font qu'il y a intersection entre ma balle et mes différents blocs. Rendons-nous maintenant dans la classe matrice pour mettre à jour la fonction qui regarde sa collision entre la balle et les différents blocs. Donc on va compléter cette fonction-ci. Alors par où commencer? Déjà on va créer une variable interne de type bloc. On va l'appeler item. Et pour l'instant, cet item, il vaut nul. Les blocs vont avoir un certain état. Donc on va, au lieu de créer 50 variables de type état, on va en créer une seule. On va l'appeler state, comme ça. Et pour l'instant, ça vaut 0. Vous avez compris? Je vais parcourir encore une fois ma double boucle, et en fonction des colonnes et en fonction des lignes, pour voir si dans la matrice de blocs, s'il y en a un qui est en collision avec la balle. Donc, comme je suis quelqu'un de feignant, je vais prendre ici ma double boucle, qui est ici. Cette double boucle, je vais la mettre là. On va faire un petit CTRL-T et on y va doucement. Alors, on va déjà parcourir toutes les lignes, c'est ce qui est fait ici. Donc, je parcours toutes mes lignes. Pour toutes les lignes parcourues, je regarde. Alors, ici, l'item, je l'ai écrit. Ça évite de créer des blocs ici de façon interne. Donc, je crée un seul bloc ici. Je le mets à jour. Donc, le item, maintenant, c'est le bloc dans mon tableau donné par le row et la colonne. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre à jour son état. Donc, je vais faire state égale item.getState. Donc, je parcours ma double boucle. Je regarde maintenant le bloc à un instant row, à un instant col, et je mets à jour la variable state pour voir son état. Alors, en fait, la collision, elle peut avoir lieu dans quel cas? Il faut d'abord que le bloc existe. On ne sait jamais, on peut se tromper quand on a créé le bloc, il faut que le bloc existe.
Ensuite, il faut que le bloc ait un état de visible. Je ne peux pas interagir, venir en collision avec des blocs qui sont invisibles ou qui sont touchés. Donc il faut que le bloc existe et que le bloc soit visible. Et si ces deux conditions sont respectées, on va regarder si la balle est en collision avec ce bloc. Donc on va faire ça. Donc if item est différent de nul. Donc en gros, c'est que le bloc existe. Et que le state est égal à bloc.visible. Donc grâce à ces deux tests, je sais maintenant que mon bloc existe et que mon bloc est visible. Si mon bloc est touché, je n'ai pas besoin de tester pour ce bloc-ci pour voir ses collisions parce qu'il est déjà touché. Donc je peux passer au bloc suivant. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre mon item et je vais regarder s'il est en collision, donc s'il est en isCollid, avec qui? Eh bien, avec la balle qu'on reçoit en argument ici. Si cette action renvoie... Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, je fais if, j'oublie un if item isCollid. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on reprend, j'ai bafouillé un petit peu, donc je reprends, pardon. Donc, on regarde que l'item existe. On regarde que l'état de l'item à un instant T, pour un row donné, pour un col donné. Il faut que son état soit de type visible. Je ne peux venir en intersection avec la balle sur le bloc si ce bloc est visible. Sinon, je passe à un autre bloc. Si le bloc actuel est en collision avec la balle, donc if item isCollid balle, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais dire que l'item, maintenant, a un nouveau state, et son state, c'est le state toShed. Donc, item.setState, je lui passe quoi comme state? Eh bien, je lui passe le state de toShed. Et je viens de détruire un bloc. De fait, je n'oublie pas d'un... Oups, c'est pas ça que je veux. Des blocks, je viens décrémenter ma variable de nombre de blocs. Et bien sûr, je fais return true. Donc, je n'ai pas besoin de tester d'autres blocs. On va supposer que la balle ne peut toucher qu'un seul bloc à la fois. On reprend la fonction. Elle a l'air compliquée, mais en fait, c'est très très simple si vous y réfléchissez bien. Pour éviter de créer dans ma double boucle et des blocs et des states, je crée un bloc ici à l'entrée et je crée une variable de type entière qui sera le state. En fait, je crée un chaque bloc à chaque fois. Je parcours ma double boucle par rapport aux lignes, par rapport aux colonnes. Je mets dans la variable item le bloc actuel, donné par tab_blocks à l'instant row, à l'instant col. Je regarde son état, donc je mets dans ma variable state l'état de l'item, donc du bloc actuel. Si l'item existe, on ne sait jamais, hein, on peut se tromper, on peut avoir des petits soucis. Donc on regarde si l'item existe, ça c'est fondamental. Toujours prévaloir des petits soucis comme ça. Si l'item existe et si son état est de type visible, oui, là il peut y avoir collision. Donc je regarde ce qu'il y a collision. Je passe au test if suivant. Alors je pourrais faire ce test à la suite ici en faisant et. C'est comme vous voulez. Mais je pense que c'est un peu plus clair comme ça. En tout cas, si l'item isCollid balle, donc si la balle est en collision avec cet item-ci, celui-ci dont on parle actuellement, eh bien l'item, tout de suite, on lui passe son state à toShed. De fait, il va disparaître de l'écran parce qu'on n'affiche que des states, que des blocs de state visibles. Je n'oublie pas de décrémenter la variable qui contient le nombre de blocs pour savoir que la matrice est entièrement vide ou pas. Et je remets ici, j'envoie true pour ensuite animer la chose. Mais c'est pas si difficile que ça. De même, comment connaître que isAllDestroy? C'est simple. Si la variable qui contient tous mes blocs est égale à 0, c'est que je n'ai plus aucun bloc de vivant. De fait, je vais relancer une nouvelle vague. Donc je vais appeler la fonction newWave. Bon, celle qui est en dessous, quoi. Mais attention, il ne faut pas oublier de réinitialiser certaines variables, entre autres la variable qui est par rapport au bloc. Je ne vais pas y arriver là. Endblock, ça ne va pas me le donner. Je vais le prendre comme ça, on le verra mieux. Voilà. Et c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre de cols fois le nombre fois, je vais y arriver, le nombre de rows.
on n'oublie pas, on va repartir avec une nouvelle vague. De fait, je remets à jour mes variables qui contiennent le nombre de blocs. Tous les blocs maintenant sont, ou seront, on n'a pas encore, mais ils seront vivants. Et qu'est-ce que je fais? Je renvoie true à ma fonction pour dire si, il y a eu distribution entièrement de tous les blocs. La nouvelle vague, de même, je vais reparcourir tous mes blocs. Donc, feignant que je suis, je récupère cette double boucle ici. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, s'il y a eu New Wave, c'est que tous les blocs sont passés dans les états de ToShed. Donc, je vais reparcourir à nouveau tous mes blocs. Et ce bloc-ci, je lui dis à maintenant, donc je récupère le bloc, j'appelle item. Alors, j'aurais pu faire comme tout à l'heure, créer comme ça. Je fais un bloc, item, je l'appelle nul. Voilà. Du coup, le item, je n'ai pas besoin de le créer ici dans ma boucle. Ça évite de créer des variables de manière intempestive. Je crée un seul bloc et ce bloc, il change à chaque fois. Il devient un nouveau bloc en fait. Donc item devient le tab blocks de row call. Et qu'est-ce que je fais? Je fais item set state. Et bien maintenant, tu passes dans un état bloc, dans un état de visible. Et ainsi, on est parti pour remettre encore une fois une nouvelle vague. Alors, on remet les choses en place. Donc le create grid, on n'a pas touché. Le isColid, comment on fait? On crée une variable de type bloc, un état state de type entier. Ça nous évite ici dans la boucle de créer des blocs et de créer des entiers. D'accord? Donc je crée un bloc, je mets l'adresse nulle, state 0. Je parcours une double boucle. Ici les lignes, ici les colonnes. Je récupère le bloc actuel par rapport aux lignes aux colonnes. Je regarde son état actuel. Je ne peux avoir collision qu'entre les blocs et la balle si le bloc existe, donc il n'est pas nul, et que son état est de type visible. Si son état est de type ToShed, je passe au bloc suivant, ça ne sert à rien de tester celui-là, il ne peut pas avoir collision. Si ce bloc est visible et qu'il existe, je regarde ensuite s'il y a collision entre la balle et ce bloc. S'il y a eu collision, donc j'ai un résultat ici qui sera true, je fais item set state, je le passe à l'état de ToShed. Et je n'oublie pas de décrémenter le nombre de blocs, on a perdu un bloc. Enfin, on a gagné un bloc pour nous, mais la matrice a perdu un bloc. Et on n'oublie pas de renvoyer true pour qu'ensuite le GameStage puisse mettre à jour ces variables. Voilà. Ici, dans AllDestroy, c'est hyper simple. Il suffit de tester la variable nombre de blocs. Si le nombre de blocs est nul, attention, double égal, on teste la condition s'il est nul. Et bien s'il est nul, on va lancer une nouvelle vague. On remet à jour notre nombre de blocs par rapport aux blocs entiers, colonne, ligne, et on renvoie true directement. Et la nouvelle vague, c'est très simple, on parcourt tous les blocs, et tous les blocs qui étaient de type ToShed, ils passent en état visible. Et c'est très très simple. Si je ne me suis pas trompé, on doit avoir une balle qui se déplace, qui vient maintenant interagir avec nos blocs, ils vont disparaître, et la balle doit maintenant rebondir de manière désordonnée ou aléatoire, ou on va voir comment ça se fait. Donc CTRL S, CTRL R. On y retourne. Donc on lance la balle et elle est venue en intersection avec un bloc. Donc ça a l'air de marcher pas trop mal. Eh bien, ça marche pas trop mal. La prochaine fois, on va gérer le score et on va afficher les points de vie. Merci pour votre écoute et à très bientôt.